Bonjour, bienvenue et merci à vous d'être toujours présent malgré mon irrégularité. Attendez, laissons le futur président sortant s'exprimer. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. On se la refait pour être sûr? Croire, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. J'ai envie d'arrêter la vidéo ici et dire CQFD. Mais ça risque d'être un peu limite. Après avoir parlé du Bilderberg, du dîner du siècle, de la French American Foundation et de d'autres sous-entendus de complot par-ci par-là tout le long de mes vidéos, c'était obligé qu'au bout d'un moment, je finisse par parler de la franc-maçonnerie. Et oui, que voulez-vous, j'ai une réputation de complotiste à tenir. Même si dans l'absolu, être complotiste ne veut absolument rien dire. Être partisan de la théorie du complot, oui, déjà ça a un peu plus de gueule. Bref, je m'égare. Une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet de la franc-maçonnerie, à un point où je me dis que celui qui n'a jamais entendu parler de cette organisation, eh bien c'est qu'il a une très bonne vie sociale, qu'il n'est pas trop paranoïaque et qu'il passe pas beaucoup de temps devant internet ni la télévision. Et c'est cool. Vraiment. Pour réaliser cette vidéo, je me suis surtout inspirée de 2 livres sur la franc-maçonnerie faits par des journalistes d'investigation. Le premier, Un État dans l'État, le contre-pouvoir maçonnique par Sophie Coignard. Et le deuxième, Les Frères Invisibles par Ghislaine Hautenemer et Renaud Lecadre. Pourquoi des livres et pas des sites conspi? Je me suis dit que ça serait plus intéressant d'approfondir mes connaissances sur le sujet de la franc-maçonnerie par des journalistes qui sont allés sur le terrain. Journalistes validés par l'État et le décodex, bien évidemment. Et puis autant vous en faire profiter car je sais que vous n'êtes rien qu'une bande de petits ignares qui a besoin d'être rééduqués. Ces 2 livres se rejoignent pour dire la même chose. La franc-maçonnerie n'est pas une organisation si anodine que ça, et lorsqu'on dit franc-maçonnerie, on n'a rien dit. Je tiens à dire que le titre Les Frères Invisibles est un terme qui définit très bien les francs-maçons. Frères, car ils se protègent, ils se pistonnent, ils sont solidaires entre eux, et invisibles car appartenir à la franc-maçonnerie est un secret absolu. Très rares sont les francs-maçons qui avouent publiquement appartenir à une loge maçonnique. Même si maintenant, de nos jours, grâce à l'expansion de l'information par internet, les fuites d'appartenance maçonnique finissent toujours par se faire savoir. Les frères la gratouille. Petit surnom sympathique donné par François Mitterrand en référence à leur poignée de main secrète pour s'identifier discrètement. Mais ils ont également un autre petit nom, les frères 3 points, en référence à leur signature et à des noms de code que eux seuls connaissent. En fait, ils mettent juste une lettre majuscule avec 3 points qui forment une pyramide. Comme ici. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les francs-maçons sont répartis en 3 degrés différents. Apprenti, compagnon, maître, et qu'il existe plusieurs rites de passage pour passer d'un degré à l'autre. Mais bon, ça je pense que tout le monde est au courant. On apprend au fur et à mesure des livres qu'il existe en France environ 120 000 francs-maçons répartis dans 35 obédiences, toutes différentes et plus ou moins rivales entre elles, comme le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, qui sont les 3 loges principales. Il existe également des loges maçonniques dans d'autres pays du monde, comme la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est en lien avec la GNLF. Le Grand Orient, quant à lui, a des liens plus particuliers avec des loges maçonniques africaines. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on apprend que la plupart des dirigeants africains ont été initiés. Mais il ne faut pas se leurrer, car il y a des conflits d'intérêts entre loges, car elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon et n'ont pas toutes les mêmes objectifs. Par exemple, le Grand Orient et la Grande Loge nationale sont différents dans leur fonctionnement et dans la croyance des maçons. En effet, le Grand Orient est plus basé sur la laïcité, l'agnostique, les questionnements bioéthiques et sociaux, comme l'avortement, l'euthanasie, l'immigration, les droits des minorités comme les homosexuels, alors que la Grande Loge nationale est plus basée sur la spiritualité. Et il faut absolument croire en Dieu pour y rentrer. Et il faut jurer sur un des 3 livres monothéistes, la Bible, le Coran ou la Torah. Les loges maçonniques où il faut croire en Dieu sont appelées des loges régulières. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme.
Le Grand Orient n'est pas une loge régulière, car il n'y a pas d'obligation de croire en Dieu pour y rentrer. Il existe une justice propre aux maçons, avec leurs propres lois, règlements, cotisations, rituels d'initiation, rituels d'un passage d'un grade à un autre. Comme le dit la journaliste Sophie Coignard, la franc-maçonnerie est un état qui s'est greffé dans un autre état. Secret, discrétion, solidarité sont les mots d'ordre des francs-maçons. Et c'est là où le bas blesse. Lors de son enquête, Sophie Coignard fait référence à de nombreuses affaires judiciaires, d'enquêtes de police, de conflits d'intérêts politiques, de magouilles bancaires qui impliquent des francs-maçons et qui bizarrement s'en sortent plutôt pas trop mal, alors que ce sont des personnes qui méritent au moins la prison. Surtout quand on apprend que un commissaire de police, de la haute fonction publique sur 4 est franc-maçon et que beaucoup de juges et d'avocats le sont également, ça prête à réfléchir. Imaginez une affaire judiciaire où vous avez un juge qui est maçon, un avocat qui est maçon et que son client est maçon et qui font tous partie de la même loge maçonnique. Où se trouve la neutralité, sachant que les maçons doivent être solidaires entre eux? Est-ce que le client maçon va être jugé de la même manière par ses frères que s'il n'était pas maçon? N'y voyez pas nécessairement un complot, mais quand on y pense, c'est assez interpellant. Bien sûr, pas n'importe qui rentre en franc-maçonnerie. Il faut quand même que tu apportes quelque chose à la loge et aux autres francs-maçons qui s'y trouvent déjà. Je parle surtout pour les grosses loges influentes. Qui entre en franc-maçonnerie? Globalement, des personnes qui veulent accéder à des postes un peu plus importants et élargir leur carnet d'adresses. Mais comme vous le savez déjà, on n'entre pas dans la franc-maçonnerie comme on rentre dans une association. Il faut être choisi par un membre déjà franc-maçon. C'est ce qu'on appelle le parrainage, ce qui sous-entend qu'il faut déjà connaître du monde dans le milieu de la franc-maçonnerie. C'est pourquoi on retrouve en grande majorité les mêmes types de catégories socio-professionnelles. Des politiciens, députés, sénateurs, journalistes, syndicats, artistes, directeurs d'entreprise, hauts fonctionnaires de police, etc. C'est ce qu'on appelle le haut gratin. Mais tout au long des livres, les journalistes mettent l'accent sur les maçons qui n'ont rien à voir avec les magouilles de leurs frères, mais qui sont là plus pour une démarche spirituelle, bienveillante, philanthropique, et sont attristés par voir ce que deviennent certaines loges et ne se retrouvent plus dedans. D'ailleurs, certains maçons souhaitent la levée du secret d'appartenance pour éviter toute forme de dérive. On arrive à la fin de la vidéo et comme vous pouvez vous en douter, j'ai été très concise, car la franc-maçonnerie fait partie des gros dossiers à exploiter et même en 72 heures de temps, on aura à peine effleuré le sujet. Comme ça sera l'occasion peut-être à l'avenir de faire des vidéos en lien avec la franc-maçonnerie, mais sur des thématiques plus spécifiques, comme la laïcité ou les symboles. Voir autant de personnalités influentes être maçons, que ce soit dans la justice, la politique, est interpellant. On ne va pas dire le contraire. Ça soulève plusieurs problématiques comme l'impartialité et la neutralité dans certaines affaires. Voir que des sujets bioéthiques, sociétals, comme l'euthanasie, l'avortement, la GPA, sont discutés à huis clos et apparaissent au grand jour comme le fruit du hasard, oui, ça aussi c'est interpellant. J'ai juste dit que c'était interpellant. Hein? Calmez-vous. Je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet, j'espère que celui-ci vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!